Je pense qu'on va passer à la communication suivante. Donc Patrick Pessot qui va justement parler de la pertinence des soins. Patrick Pessot qui est PUPH, qui est à l'IRCA à Strasbourg, qui est le secrétaire général de l'Association française de chirurgie et qui a accepté de bien vouloir nous donner toutes ses réflexions sur un sujet qui lui est cher, qui est justement la pertinence des soins en chirurgie. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous présenter plutôt en effet des pistes de réflexion sur la pertinence des soins. Alors, la pertinence des soins a été un des 5 chantiers prioritaires du ministère avec les rapporteurs, la présidente de l'HAS, le président de France Association et Olivier Lucan, qui vient juste de rapporter leur rapport fin septembre. Donc, la première chose, c'est de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de pertinence des soins. Donc, je vais vous donner quelques réflexions. On ne part pas de rien, donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Allez voir toujours ce qui se passe à l'étranger pour au moins regarder avant de vouloir réinventer des choses. Et puis justement des pistes vers quoi on pourrait évoluer. Donc, quelques réflexions. Est-ce que pertinence, c'est la même chose que qualité? Surtout en chirurgie. Quand on parle de pertinence, est-ce qu'on parle d'acte? Est-ce qu'on parle de parcours, comme on vient juste d'évoquer les choses? Le patient, là-dedans, est-ce que c'est purement médico-centré, enfin professionnel de santé, ou est-ce qu'il doit y avoir une vision de celui qui est concerné en premier, le patient? Si on parle pertinence, il faut savoir ce que font les autres, c'est-à-dire que qualité, pertinence, si j'ai juste mes résultats, il faut pouvoir se comparer. Donc, comparaison, ça veut dire transparence, ça veut dire pouvoir échanger avec les autres. Donc, quels indicateurs utiliser? Est-ce que l'addition dans un parcours d'actes pertinents entraîne obligatoirement un ensemble, un parcours pertinent? Il y a différentes coordinations, il y a des délais, il y a des choses qui font que c'est pas parce que j'ai 0% de mortalité sur une intervention que toute la suite va être bien organisée, qu'au final, le parcours va être pertinent. Et donc l'idée, c'est d'avoir une réflexion aussi avec tous ces éléments-là, d'un cercle vertueux, et de se dire aujourd'hui je suis là, l'idée c'est comment je vais pouvoir, sur ces indicateurs, m'améliorer, aller chercher avec la transparence que font les autres pour pouvoir améliorer les choses. Alors quelques exemples justement pour déjà commencer à définir qualité, pertinence. Aujourd'hui, dans une indication, le scanner est recommandé, donc on fait le bon examen, donc on ne se trompe pas. Et si je le fais pour des métastases hépatiques, aujourd'hui avec les dernières scanners qui existent, j'ai plus de 95% de certitude de ce que je vois. Si j'opère le lendemain, j'aurai les mêmes choses en paire opératoire. Si je l'opère un mois après, je suis qu'à 90%. Si je l'opère 2 mois après, je suis à 80%. 80%, c'est à peu près ce qu'il y avait des scanners il y a 20 ans. Donc faire un bon examen de bonne qualité, mais si après, pour le chirurgien, je n'opère pas ou je me base sur un scanner d'il y a 2 mois, j'ai un acte qui ressemblera, enfin, le scanner, d'un scanner qui a été fait il y a 20 ans. Un parcours de soins, ce que je disais tout à l'heure, l'addition de parcours, de morceaux dans un parcours de soins peuvent être bien faits. Alors, on peut découper, mais je veux dire, voilà, pour le diagnostic d'un cancer, moi je suis chirurgien digestif plutôt hépatobiliaire, voilà, on va prendre cancer du pancréas, des douleurs abdominales, on va voir le médecin généraliste ou le spécialiste qui demande le bon examen, qui revoit le malade pour pouvoir voir qu'il y a une tumeur, on l'envoie au chirurgien qui lui dit pour l'opérer, il me faut être sûr qu'il n'y ait pas de métastase, demande une IRM hépatique, un scanner thoracique, revoit le malade pour être sûr que le bilan soit bien fait, l'anesthésie, tous les gestes, il n'y a pas eu d'examen fait non
dans les mauvaises indications, tout a été bien fait, mais on est sur des parcours longs, et au final, est-ce que la pertinence, c'est pas d'avoir une organisation de soins différents pour pouvoir essayer d'avoir des délais plus courts pour pas, au final, avoir certains patients qui ne sont plus chirurgicales alors qu'il y a 2 mois, ils l'étaient, par la progression de la maladie. Donc on va reprendre maintenant, après avoir voilà, un peu dressé le tableau et les réflexions, on va repartir sur les définitions. Alors l'HAS, pour eux, la pertinence, c'est une bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit, au bon patient. Donc on parle d'intervention de santé. Et puis la Rand Corporation parle d'une balance, en fait, un bénéfice, quand les bénéfices sont supérieurs aux conséquences négatives attendues, et dit que tout ça, cette balance ne doit pas prendre en compte les coûts. Donc là, on est sur de l'acte, premièrement. Et on est sur la différence que l'on peut apporter entre qualité et pertinence. La qualité, pour moi, donc voilà, je vais vous apporter un peu mes réflexions. La qualité, quand on parle de qualité, c'est que on évalue le résultat sur des données objectives cliniques d'un acte chirurgical. Et ce qui serait mieux, c'est d'avoir aussi le regard subjectif du patient. C'est les durées d'hospitalisation, ma mortalité, ma morbidité, c'est des choses comme ça. La pertinence, c'est que l'acte que j'ai fait était-il indiqué? Est-ce que cette prostate devait bénéficier d'une prostatectomie radicale? Donc, on peut être un très très bon chirurgien, un virtuose de la chirurgie, avoir aucune complication, faire de la qualité, mais si l'indication ne suit pas des recommandations et ne sont pas posées, en fait, on n'est pas pertinent. On peut faire de la qualité sans être pertinent, ça ne suffit pas. Et du coup, la qualité, quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, si vous avez 0% de mortalité, dans 10 ans, ça sera le même indicateur, c'est toujours d'avoir 0% de mortalité. La pertinence, eh bien, comme il y a une notion d'indication, de recommandation, eh bien ça bouge, ça change. Donc la pertinence est quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui un acte est pertinent qu'il le sera encore plus tard. La deuxième chose, donc, entre qualité et pertinence, la deuxième chose, c'est entre pertinence des soins et pertinence d'un acte. Les définitions de l'HAS et de la Rand Corporation sont assez de l'intervention, de l'acte. Or, quand on parle du soin, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, mon diagramme, eh bien, le patient, plus on est sur des pathologies chroniques, eh bien, il a un parcours. Et là, se posent d'autres questions sur l'organisation, la coordination entre les différents acteurs de santé, le choix, l'hospitalisation ambulatoire, le suivi, les délais. Donc il n'y a plus seulement, quand on parle de soins, de l'indication est-il licite de faire cet acte pour une pertinence, mais il y a aussi l'ensemble du parcours, est-ce qu'il est correctement pris en compte. Et donc, pour moi, le parcours de soins pertinent nécessite, c'est le préambule, que l'acte soit de qualité, que l'acte soit pertinent, donc les indications soient licites, suivent des recommandations, mais cela pour moi ne suffit pas. Pour que l'on parle de pertinence des soins, il faut qu'on parle de pertinence du parcours de soins, donc de l'ensemble coordonné des soins, et donc ça nécessite de prendre en compte des indicateurs d'organisation, organisationnelle, de coordination, de suivi de l'acte. Pour nous chirurgiens, je vais reprendre le patient qui est opéré d'un cancer, quel que soit le cancer, je peux faire l'acte très très bien, l'indication bien posée, mais si je ne récupère pas la NAPAD suffisamment tôt, je ne discute pas le dossier en staff RCP, que je n'envoie pas voir un oncologue parce qu'il y a besoin d'une chimiothérapie, je ne prends pas en charge le parcours de soins de façon pertinente. Donc si on se cantonne à regarder la qualité, eh bien, acteur
de soins, on va se cantonner à ce que je fais moi, chirurgien, dans mon service, et je n'ai pas une vision transversale du patient. Et j'ai plutôt une vision à court terme, en effet, c'est plutôt des indicateurs, morbide, mortalité, durée d'hospitalisation, et pas pour toutes ces pathologies chroniques cancéreuses, et bien en fait, le suivi du patient. Depuis plusieurs années, c'est sur ça que nos autorités ont plutôt travaillé, sur mettre de la qualité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le point minimum pour pouvoir passer après de la pertinence. Donc, ça a été ce qui a été fait. Alors, on a commencé à mesurer justement les variations de pratique avec des taux d'activité différents. Ça peut être tout à fait non en rapport avec le choix. Enfin, je veux dire, la population peut être plus âgée, donc on peut être plus de traitement de la cataracte chez des populations, et même dans un département entre la ville et l'urbain. Voilà. Donc des taux purement comme ça, c'était pour un peu se comparer et voir, mais pour moi, c'est pas ça qui donne de la qualité. Ensuite, on a commencé à avoir des indicateurs qui sont le reflet de la quantité, ce qu'on disait tout à l'heure, le nombre d'actes, et puis des taux de complications, de mortalité. Et ça, un des biais, c'est de vouloir avoir le plus faible taux de mortalité et de morbidité. Et si on ne revient pas à la population que l'on traite, on risque de sélectionner les meilleurs cas pour pouvoir avoir le plus faible taux de morbidité et de mortalité et d'apparaître comme un bon élève, mais de faire une sélection des patients. Puis il y a eu tout le travail de certification, mais certification des établissements de santé, qui était essentiellement sur des indicateurs du processus au sein d'un établissement et pas d'actes. Et puis bien sûr, là ça c'est quand même aussi de toutes les sociétés savantes et répertoriées, impulsées par quand même l'HAS et l'INCa pour ce qui est de la mise en place de recommandations médicales. Deux choses, si on veut évoluer, il faudra, on prendra à la fin sur les conclusions, avoir quand même aussi un mode de réflexion sur le financement et de plus obligatoirement financer que à l'acte. Si on veut impulser la pertinence, il faut que cette pertinence ait aussi un sens financier et donc redistribuer une partie aux gens qui font de la pertinence. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur les indicateurs comme ça, sans jamais se poser la question du patient. Et donc le chemin à faire, c'est de prendre en compte le patient, la qualité de vie, et lui, comment il a vécu tout son parcours, et pouvoir analyser le parcours, parce que ça va mettre en exergue peut-être des défauts de coordination, et donc l'obligation de coordination entre les acteurs dans le réseau territorial. Donc, tout à l'heure on avait déjà Malraux, donc je ne savais pas, mais j'aime bien cette phrase de Malraux, pour quand on fait beaucoup de cancéros, on oublie, et donc je me le rappelle des fois de temps en temps, il faut ajouter de la vie aux années, plutôt, et non pas des années à la vie. En effet, vouloir faire des chirurgies parfois, voilà, il faut savoir la qualité de vie que l'on va donner aussi aux patients. Et donc, le seul qui a aujourd'hui la vision globale de son parcours, c'est le patient. Et donc, il faut pouvoir intégrer dans les indicateurs à venir de pertinence des soins la vision du patient, ce qui lui importe comme résultat. Ce qui fait qu'on ne va plus passer à une analyse à court terme en silo, mais plutôt une vision plus longue et coordonnée de tous les acteurs. On va passer plutôt d'une logique de soins vers une logique que j'appelle de santé, parce qu'il y a tout un pan qui est le médico-social, hein, les personnes âgées, le retour à domicile, ou non, justement, enfin, les soins palliatifs. Il y a un pan aussi de médico-social qu'on va prendre en compte. Et puis, bien, on
s'interrogera à l'attente du patient qui peut être différent aussi selon son parcours de vie. Alors quelques exemples pour aller rapidement et pour vous faire voir la transparence et ce qui se passe ailleurs. Alors j'étais au début septembre à la Mayo Clinique. Quand vous rentrez dans le service de chirurgie de la Mayo Clinique, donc où les patients passent, et ben, vous avez ce genre de posters qui sont tous les mois mis à jour. Vous avez le taux de complications, de mortalité, de morbidité, de durée d'hospitalisation. Enfin, vous avez plusieurs panneaux comme ça et les patients peuvent savoir les résultats qu'il y a à la Mayo Clinique en chirurgie digestive. Donc ça, c'est déjà une transparence qui va jusqu'à la transparence au niveau des patients. Un exemple où je suis allé plusieurs fois, c'est la Hollande, c'est un petit pays à côté de chez nous, très organisé, où il y a un institut d'audit clinique, où ils ont mis en place une évaluation à la fois sur les données cliniques et des données de qualité de vie. Et ça s'est mis en place progressivement, mais par exemple, aujourd'hui, pour le cancer colorectal, il n'est plus possible d'opérer, si on veut être remboursé, un cancer colorectal si le centre ne rentre pas toutes les données cliniques et les données de qualité de vie à plusieurs moments dans cette base de données. Et puis, ça vous donne ça. Ça vous donne, par exemple, là, pour la marge, donc il y a des données qui sont à la fois cliniques, organisationnelles, et puis là, l'ANAPAT qui met la marge circonférentielle sur son compte rendu. Donc en 2009, vous voyez qu'il y avait des gens qui étaient 0%. Qu'est-ce que l'on voit quand on a cette pratique-là? Alors, vous savez, vous, que vous êtes là, par exemple. On vous dit, vous êtes là, vous, c'est votre point, vous ne savez pas les autres. Donc vous savez le point de tout ce qui se passe en Hollande, mais vous n'avez pas la transparence avec le autre. Vous avez là, et le but, c'est de se dire, bah, pourquoi moi je suis là et que les autres sont là? Et qu'est-ce que l'on voit en quelques années? Tout le monde se resserre et la moyenne monte. Il y aura toujours des meilleurs et des moins bons, mais ce que l'on voit, c'est qu'en quelques années, eh bien, en Hollande, la marge circonférentielle devient presque un standard. Sur d'autres données qui sont plus, voilà, le R0 en chirurgie, le R1 en chirurgie du sein, et bien, même donné, on vous dit où vous êtes, et puis vous voyez que ça se tasse vers le 0% et ça diminue. Donc, c'est le cercle vertueux de se dire qu'est-ce qui se passe. Mais aussi, vous pouvez avoir, alors là, comme c'est un audit, et puis il y a derrière l'analyse informatique, c'est-à-dire pendant la consultation, comme les malades rentrent, vous pouvez avoir le malade par rapport à la moyenne de votre centre, vous pouvez avoir les autres moyennes, et puis vous avez aussi pour ce qui est de la qualité de vie, donc ces indicateurs de qualité de vie, vous pouvez les suivre, donc là il y a le pré-op et le post-op, et puis quand vous allez voir à 6 mois, vous allez avoir les autres paramètres, et vous pouvez voir entre vos complications et la qualité de vie ce qu'il en est. Donc après c'est une discussion avec les malades au fur et à mesure. Et donc, ça c'est de la pertinence, où on parle à la fois clinique et qualité. Et puis après, c'est pour ça que j'avais remis la définition de la rente qui dit en dehors de tout coût économique. L'idée c'est d'avoir ces indicateurs-là sur un dominateur qui est le coût. Et puis l'idée c'est de se dire la valeur, si on veut augmenter la valeur de nos soins, soit on diminue les coûts, soit on augmente la qualité, ça on peut faire les deux. Et voilà, on peut jouer sur les deux pour augmenter la valeur de nos soins. Et donc, c'est ce cercle vertueux qui est de s'évaluer, d'avoir des indicateurs, de se comparer avec les autres, de mettre des processus pour s'améliorer. Et tout ça à un coût constant, ou même de voir si on peut diminuer les coûts. Alors, ces indicateurs à la fois cliniques et donc à la fois cliniques, on appelle les CROMS, c'est les CROMS à la fois rapportés par le patient. Il y a des gens au niveau international qui ont fait des conférences de consensus pour créer ces sets internationaux, ce qui permettrait même de se comparer entre pays et d'avoir quelque chose de standard. Et puis après, en fonction du parcours, je vais juste accélérer un tout petit peu parce que je vais le reprendre, mais voilà, donc ça c'est ce qui peut se faire quand on regarde dans les pays voisins. Donc le Hollande fait beaucoup avec ces échelles-là. Il y a les Anglais qui commencent, il y a la Martin Clinics pour toute la chirurgie de la prostate qui rentre dans ces deux démarches-là et qui essayent de se comparer. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que les gens, quand on voit les améliorations des indicateurs cliniques et des patients, les coûts aussi diminuent. Juste un mot pour dire que quand on a ça, on a des données en temps réel. Et donc si on modifie l'organisation, la problématique c'est aujourd'hui
comment juger de l'évaluation d'une modification d'une organisation de soins. Je passe en chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que je mesure pour le patient? Quand vous avez ça, vous avez à la fois les données cliniques et le ressenti du patient. Vous pouvez rapidement avoir en temps réel les améliorations ou non. Je vais passer rapidement pour vous dire qu'en fait, à Strasbourg, on est rentré dans cette démarche-là, où on a analysé nos parcours, et donc on essaye de modifier justement nos prises en charge qui sont difficiles, mais à chaque fois, on se base donc sur ces indicateurs. Pour le cancer colorectal, tous nos malades rentrent dans cette évaluation iSHOG, où on a tous les questionnaires cliniques et de qualité de vie, et on les donne, vous voyez, à plusieurs moments. Donc on est à plus de 170 malades. Les patients, on pensait que ça allait les embêter, et en fait, ils sont satisfaits qu'on leur pose la question. On a développé des indicateurs sur le foie et du pancréas. Et juste la dernière diapo avant de terminer, c'est que ça serait déjà parfait, mais alors des gens réfléchissent même et commencent justement à payer en disant le patient de contractualiser avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que attend le patient? Il y en a un, ça peut être de retourner, parce qu'il a des douleurs à la hanche, c'est de retourner marcher à 200 mètres de chez lui pour aller à la pêche, et ça serait son plaisir. D'autres, c'est d'aller travailler, d'autres, c'est... Et donc, en fonction du souhait du patient, de pouvoir après contractualiser. Et je vais juste, voilà, la dernière diapositive, pour vous, j'ai fait 5 fois que c'est la dernière, c'est pour ça, non. Si on veut parler pertinence, ben, il va falloir transparence entre les acteurs, pédagogie, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, justement, de pouvoir se comprendre. Ça nécessite une coordination, parce qu'on parle de soins, coordination des soins. Et, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais il va falloir modifier les financements pour prendre en compte cette pertinence si on se la met en place. Merci. Y a-t-il des questions? Bernard Louva. Je voudrais vous féliciter pour cet exposé passionnant et qui apporte beaucoup de nouvelles. J'ai été un peu déçu parce que, à mon avis, il manque un chapitre. C'est la pertinence de l'hospitalisation. Vous avez parlé de la Mayo Clinique. À la Mayo Clinique, on ne s'utilise pas pour des bilans. À la Mayo Clinique, il n'y a pas de service de rhumatologie. À la Mayo Clinique, je pense qu'il n'y a pas de service de gastroentérologie. Parce que ce sont des malades qui peuvent être explorés de manière externe. Et ça, c'est un point très important pour les établissements en France. Alors, je vais parler rapidement en disant qu'en fait, en effet, dans l'organisation du parcours, le mode, par exemple, d'hospitalisation doit être pris en compte. Et je vais faire exprès, juste dire, être un peu provocateur en disant je me mets comme patient et je me mets comme directeur d'hôpital ou médecin pour la chirurgie ambulatoire. D'un côté, on va nous dire justement il faut pousser la chirurgie ambulatoire. Est-ce qu'on s'est posé la question du patient, le ressenti de les chirurgies en ambulatoire et la qualité de vie qu'on lui apporte? Est-ce que de se retrouver le soir tout seul à la maison d'une opération, ça ne le stresse pas? Est-ce qu'il ne va pas retourner voir son médecin traitant le lendemain, appeler 10 fois? Donc, si on met en parallèle la morbidité, la mortalité, le taux d'infection, on sait qu'on diminue le taux d'infection, voilà, mais aussi la qualité de vie, eh bien, on peut parfois peut-être, justement, jouer sur les deux et ne pas faire que du tour ambulatoire pour certains patients. Et, voilà. Et ça, c'est jamais pris en compte. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, taux d'hospitalité, enfin, durée d'hospice, mortalité, morbidité. Donc, vous poussez à faire de l'ambulatoire et vous ne posez jamais la question ce que le patient va faire, et puis après, vous ne savez pas s'il n'a pas consulté 5 fois le médecin traitant. Voilà. Est-ce que ce concept de choose wisely, venu de nos amis canadiens, est devenu un outil de management administratif des soins, avec éventuellement ce qui avait été inventé il y a déjà quelques années sur les références médicalement opposables, c'est-à-dire avec derrière la description, le bâton,
C'est-à-dire, c'est opposable, donc sanctionnable, donc pas remboursable, etc. Est-ce qu'on va vers ce genre de nouvelle gestion administrative au travers peut-être d'une coopération peut-être des sociétés savantes, etc. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est perçu comme un système pour probablement faire de la réduction de coûts, peut-être une meilleure médecine? Alors, est-ce que c'est bien ça? L'idée finale est en effet de pouvoir adapter le meilleur parcours au coût le plus efficient, le plus juste. Donc il va falloir passer par ce que je disais, c'est-à-dire que la chambre. Alors, je pense qu'il faut surtout promouvoir la pertinence. Plutôt, alors moi je le verrais plutôt à l'inverse, en donnant un bonus. C'est-à-dire que c'est pas la carotte, enfin ce serait plutôt la carotte que le coup de bâton. Voilà. Alors après c'est un avis personnel, mais je veux dire, si globalement on arrive à ce que, parce que vous voyez les courbes, là, je vous ai fait voir quelques courbes, si justement au niveau collectif de rentrer dans cette démarche de comparaison et que vous voyez que vous réduisez vos taux de R1, vous augmentez, la qualité globale du système de santé s'améliore. Et donc ceux qui font la démarche, il faudra donner le bonus plutôt que de sanctionner celui qui ne fait pas bien. Olivier Ferrat. Voilà, Et puis ensuite il y aura... C'est ma vision et il n'y a rien dans les tuyaux a priori pour l'instant. Question brève, réponse brève. Patrick, donc tu as parlé de différences d'évaluation en fonction des différents endroits et d'un point de vue qui pourrait être différent entre le médecin et le patient. Mais est-on certain déjà que les gens qui travaillent au même endroit dans le bloc opératoire, que ce soit les chirurgiens, les anesthésistes, les penseuses, les surveillants, aient la même vision de la pertinence et du cousin qui est la performance? Est-ce qu'au fond, les gens travaillent pour le même objectif? Non, je pense que oui, ça je pense. Alors, quand je mettais ma dernière pédagogie, en effet, c'est ça la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache ce que l'on parle. Donc au départ, je disais qualité, pertinence, déjà de quoi on parle, et puis après, justement, d'essayer d'aller tous dans le même sens, sur les mêmes objectifs. Au sein d'un établissement, au sein d'un territoire, parce que justement, les différents acteurs puissent se coordonner pour aller dans le même sens. Alors, là, il a dit oui, question brève. Très bref. La réponse sera très brève aussi. Voilà. Vous n'avez pas parlé, monsieur, des relations humaines entre les différents acteurs et tout ça. Et ça me paraît très important. Relations humaines. Entre les différents acteurs de santé, professionnels. Oui. J'ai mis dans la case coordination. En effet, si vous ne vous parlez pas, vous travaillez dans votre coin en silo. Donc ça va donner aussi du relationnel entre les différents acteurs, ville, hôpital, mais aussi entre les paramédicaux. Si on va dans un objectif coordonné, ça va remettre du sens aussi entre les acteurs. Gérard, dernière question. Oui. Donc j'ai parlé je dirais, du parcours de soins sur des aspects systémiques, et puis après vous êtes revenu, et fort heureusement, sur la relation au patient et sur, je dirais, le bien-être du patient. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est très compliqué parce que, évidemment, chaque patient est différent d'un autre, il y a des sensibilités très individuelles par rapport aux soins qu'on apporte à tous et à ses conséquences. Et ce que je crains un petit peu dans toute cette information à outrance qu'on peut donner aux patients, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce que je crains un petit peu, c'est qui trop embrasse, mal étreint. Donc ce que je voudrais savoir, c'est si les patients vraiment sont noyés sous une foule d'informations qu'on leur donne comme ça, avec des papiers, je crains beaucoup cela, ou si vraiment il y a des moyens de leur donner un libre cours à l'information, ne serait-ce que par un choix sur la consultation d'un site informatique, enfin, etc. Alors, comment on conçoit les choses, c'est pas juste le fait de nous donner un questionnaire de qualité de vie rempli, puis on essaie de voir. L'idée aussi, c'est, dans ma petite diapo là, où j'étais sur ce qu'on travaillait nous, à Strasbourg, en effet on travaille beaucoup, donc je vous ai dit le cancer colorectal, mais du coup on a mis en place une préparation avec une application, donc 15 jours avant, les malades rentrent dans cette application-là et donc tous les jours ont des informations, des vidéos qui peuvent consulter sur l'hospitalisation, sur la préparation, sur l'arrêt du tabac. Enfin, pendant 15 jours, ils ont ça. Et en post-opératoire, ils ont aussi, après ça, des informations. Donc ça veut dire qu'il faut aussi accompagner par l'information et puis que le patient aussi
peuvent nous interroger, enfin c'est interactif. Et il y a toujours aussi, c'est pas qu'une machine, donc ça veut dire qu'il y a aussi un numéro avec une infirmière coordinatrice de parcours. Donc ça veut dire aussi c'est que il faut mettre de l'humain, donc une coordination humaine et pas juste des machines. Et ça a un coût aussi. Mais si on est plus pertinent et donc plus efficient au final, c'est des choses qui doivent être prises en balance. Mais c'est pas juste pour faire des économies, au final c'est quand même aussi d'améliorer la qualité de vie et la qualité de prise en charge du ressenti du patient. Bien, merci beaucoup Patrick, on peut l'applaudir de nouveau.